Sunderlight Production. Et l'esprit trail, alors qu'est-ce que tu en penses toi? Comment tu le perçois un peu? On nous vend un peu un choc des cultures, que c'est pas la même chose, voilà. Le problème principal que les gens ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à prioriser et à comprendre la notion de priorité sur leur course. Ils veulent tout faire à fond. Et c'est là en fait le problème. C'est comme si vous prenez une voiture de sport, je sais pas, une Ferrari, et que vous la mettez sur un rallye, vous allez la défoncer. Un coureur sur route qui va aller faire du trail, il va se blesser, il n'est pas adapté, il est ci, il est ça. Toi, tu partages pas forcément, en tout cas, cette vision-là. Parce que la performance, c'est en 3 dimensions. Si tu ne joues que sur le volume, etc., tu ne joues que sur une des 3 dimensions. Ça peut suffire quand la densité est faible, mais le jour où tu auras quelqu'un d'aussi talentueux que toi, qui va jouer sur les 2 autres dimensions, il va te rattraper. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur, et aujourd'hui, dans ce format DLTDC original, nous allons aborder un sujet tout à fait en phase avec les envies des coureurs et coureuses d'aujourd'hui. Vous l'avez sûrement remarqué autour de vous, de plus en plus de coureurs s'éloignent des spécialisations qu'ils trouvent peut-être trop rigides, et ils cherchent à s'épanouir à la fois sur l'asphalte que sur les sentiers rocheux, montagneux. Et ce changement n'est pas seulement une tendance, mais une petite révolution dans la manière dont nous comprenons et abordons l'entraînement en course à pied. Mais cette polyvalence est-elle compatible avec la volonté de progresser? Comment naviguer entre les spécificités de la route, du trail? Est-ce qu'il existe des stratégies qui permettent aux coureurs d'être aussi efficaces sur un terrain plutôt qu'un autre? Eh bien, tout ceci, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour nous aider à briller sur la route et dans les montagnes, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en course à pied, Tristan Pavlak, créateur de la chaîne YouTube Iron Human, coach en course à pied, cofondateur de la première plateforme d'entraînement à distance en course à pied, Campus Coach. Salut monsieur multicasquette, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi, Guillaume? Bah écoute, très très bien, impatient de commencer ce podcast parce que je suis un petit peu comme tout le monde. Voilà, moi aussi j'aime bien m'aventurer hors des sentiers battus. Mais avant de plonger dans le cœur de l'émission d'aujourd'hui, moi j'aimerais recueillir un peu ton point de vue, peut-être plus personnel, à la fois comme entraîneur, mais aussi même en tant que toi, en tant que coureur. Est-ce que tu constates déjà, toi, un changement des désirs des athlètes que tu coaches via Campus ou même directement dans leur envie de course? Est-ce que, à titre personnel, toi, tu t'intéresses aussi à cette capacité de pouvoir être aussi épanoui sur route que trail? C'est quoi ton regard par rapport à ça et cette demande aussi des coureurs d'être moins spécialisés? Alors en one-to-one, non, pas particulièrement. Par contre, ouais, sur le campus, beaucoup. C'est vrai que on observe qu'il y a beaucoup de coureurs de route qui ont envie. Alors ça dépend aussi peut-être des périodes, sur les périodes hivernales ou quand il n'y a pas trop de courses sur route, de continuer à aller faire des courses, soit pour rester motivé, soit pour voir un petit peu autre chose. Mais en tout cas, oui, on a une forte demande sur des plans en trail pour justement pouvoir les accompagner. Mais tu remarques aussi que en fonction de la saison aussi, en septembre, on va faire des 10 km, novembre aussi, des petits 10 km, des corridas. Ensuite, peut-être à l'automne, on va aller préparer des marathons. L'été, on va aller sur trail. Tu remarques quand même qu'aujourd'hui, quand on construit une saison, la vache, c'est riche, c'est coloré, on n'est plus cadenassé au 10K et au marathon ou au semi. C'est ça. Après, je pense que la majorité, pour l'instant en tout cas, des courses vraiment principales sur les années, ça reste des courses sur route, mais c'est plus tout ce qui va être course intermédiaire où les gens vont plus se focaliser sur le trail. Voilà, c'est en préparation, ils préparent un semi-marathon ou un marathon.
puis en cours de chemin, si jamais il y a un petit trail du coin, ça peut bien s'intégrer. Bon, alors on a mené un petit sondage quand même pour savoir un peu la communauté dans la tête d'un coureur, qu'est-ce qu'elle en pensait. Et donc sur Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur notre compte Instagram dans la tête d'un coureur. Vous allez voir, on poste plein de trucs, plein de vidéos, plein de contenus exclusifs. Et du coup, on a fait un petit sondage, on a demandé à notre communauté, la question c'était la suivante. Êtes-vous un coureur sur route, un trailer ou un coureur polyvalent? Donc on leur a demandé de choisir. Vous êtes plutôt un routard, un trailer ou un polyvalent? Et les résultats, ils sont très très révélateurs. 39% se sentent uniquement coureurs sur route quand on leur pose la question. Allez, 39%, c'est, effectivement, tu le disais, c'est une part quand même significative. Voilà, les irréductibles gaulois. 14% se considèrent comme trailer exclusif et une majorité de notre communauté, 49%, se disent polyvalents. Alors, ce sondage, il semble indiquer que finalement les trailers purs restent quand même assez minoritaires, moins de 15%, en tout cas sur la communauté de LTDC. La polyvalence, néanmoins, c'est une vision qui est populaire et je suis sûr que ça va encore continuer de croître dans les années à venir. À mon avis, on va passer même à 55 voire 60%. Peut-être pas. Voilà, on verra, on refera le sondage dans quelques années. Est-ce que toi, tu es surpris par ça? Presque un coureur sur deux qui nous écoute aujourd'hui, il est à l'aise en montagne et sur route. À l'aise, je sais pas, mais ça aurait été intéressant de voir si dans ces coureurs qui font les deux, ces coureurs hybrides, un peu on pourrait dire, si c'est des coureurs sur route ascendance trail, un petit peu on pourrait dire, ou l'inverse, si c'est des trailers qui vont sur route. Je pense que ça reste quand même une majorité de coureurs sur route qui au cours de l'année ont quelques courses sur trail parce que aussi ça se développe de plus en plus et on a de plus en plus l'occasion de pouvoir s'y inscrire. Oui, mais après c'est assez logique parce que souvent la première porte d'entrée quand tu cours, c'est la simplicité, la facilité, donc tu vas plutôt sur la route. Mais on voit aussi que des trailers purs font la transition et s'aventurent aussi de plus en plus. C'était un monde qui était assez cloisonné et on voit que ces cloisons là, elles ont complètement explosé et aujourd'hui tu as des trailers qui vont sur route et inversement et la communauté elle se mélange vraiment et c'est assez important. Et ça c'est ce qu'on appelle effectivement la diversification, le côté hybride et c'est une tendance qui va à mon avis durer. Alors bien sûr cette polyvalence apporte aussi son lot de défis, en particulier lorsqu'il s'agit de s'adapter à ces disciplines aussi différentes que la route et le trail parce que c'est quand même pas la même chose. Même physiquement, on peut regarder aussi les coureurs et on s'aperçoit quand même que physiquement, morphologiquement, c'est différent. Tu prends une Courtney de Walter ou un Pau Capel et si tu le compares à une Méline Rollin qui est une très bonne marathonienne, l'une des meilleures aujourd'hui en France, ou un Eliud Kipchoge, tu vois que chez les hommes et chez les femmes, tu vas comprendre qu'il y a quand même des différences morphologiques entre ces deux coureurs. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous éclairer sur les différences justement morphologiques entre le coureur sur route et le trailer? On avait fait un épisode spécialement sur ça, mais là, j'aimerais bien qu'on s'arrête parce que c'est quand même essentiel à la question qu'on va traiter aujourd'hui. Est-ce que déjà physiquement, morphologiquement, c'est possible d'aller sur les deux? Oui, alors on a fait un épisode de, je sais plus, un peu plus d'une heure dessus, donc là on va juste résumer un petit peu la question. Les différences principales qu'il y a entre les deux, c'est d'un côté, alors tout ce qui va être contrainte technique, apprendre à descendre, apprendre à courir sur des terrains techniques, alors que de l'autre côté, ça va plutôt être soit de la technique à très haute vitesse, mais il y aura pas cet aspect terrain qui va rentrer en compte. Et de l'autre côté, ça va être toutes les compétences musculaires, les caractéristiques musculaires, puisque d'un côté, on est sur du rebond, et de l'autre côté, on est sur soit de l'excentrique sur la descente, soit l'élévation du centre de gravité, donc avec des contractions concentriques. On est beaucoup moins dans des qualités élastiques et beaucoup plus sur des qualités contractiles. C'est les deux différences principales, techniques et musculaires, qui font qu'on obtient des morphologies différentes, puisque les attentes sont différentes. Cela étant dit, on comprend que c'est un spectre. Sur un trail qui va pas du tout être vallonné, il y en a beaucoup. On va retrouver en fait des caractéristiques de coureurs sur route beaucoup plus. Et sur des courses trail très techniques, beaucoup de dénivelé, c'est là où on va pouvoir aller à l'autre bout du spectre, exactement, et voir des physiques très différents. Après, cela étant dit, je pense que le trail, même s'il est en plein essor, est pas encore assez mature au niveau professionnel, contrairement à la course sur route. Et le sera peut-être jamais, simplement parce que la course sur route est un sport olympique et le trail ne l'est pas. Pas encore. Pas encore, en tout cas, t'as raison.
Tant qu'il ne l'est pas, en tout cas. Il y a un débat, hein. Il y a un débat. Hein. Ouais, on ne sait pas trop. Apparemment, ça pourrait arriver. Bon, ça fait des années qu'on parle de l'arrivée du trail. Le triathlon longue distance avant le trail sur Oh non. C'est qui prêche pour on va pas suivre. On n'a pas 24 heures pour une épreuve. Ça va pas. Voilà. Tu rigoles ou quoi? C'est le trail Non, le trail, tu vois, c'est très court. Ça peut être court. Voilà. Mais il y a un débat, en tout cas, sur le trail. Alors, soit au JO d'hiver. Alors, il y avait le cross, mais c'est vrai que le cross, c'est quand même plus en perte voilà, malheureusement, hein, j'adore le cross, mais c'est plus en perte de vitesse. Donc, on parlerait pourquoi pas du trail court pour les JO d'hiver, par exemple, avec la neige et tout. Ce qui permettrait aussi aux coureurs africains de pouvoir briller aussi plus sur les JO d'hiver qui sont malheureusement sous-représentés, ou soit sinon sur les JO d'été. Donc on sait que c'est quand même une question. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le trail, c'est le premier sport qui a le plus de croissance, tous sports confondus. Donc c'est quand même difficile d'ignorer aujourd'hui ce phénomène-là quand on voit l'essor. Hein, c'est une croissance énorme, même les équipementiers aujourd'hui là. Voilà, c'est une discipline aujourd'hui qui va s'intégrer de plus en plus au paysage sportif. Voilà, mais effectivement, quand tu parles de morphologie, si tu regardes les trails courts, alors on prend la Golden Trail Series, donc c'est le championnat un peu de trail plutôt moins de 50 km, donc plutôt trail court. C'est vrai que les différences morphologiques, elles sont pas si marquées que ça par rapport. Évidemment, il y a plus de quadriceps, on voit qu'il y a quand même plus au niveau du bas du corps, un peu plus de musculature, mais c'est pas si flagrant que ça. D'ailleurs, les coureurs africains, kenyans, brillent souvent sur ces championnats-là. Par contre, si tu vas sur l'ultra, moi qui suis beaucoup aussi assez passionné par l'ultra, tu prends un Choumi, tu prends même un Andréou Simon, aujourd'hui qui sont des ultra trailers, c'est presque des footballeurs. Moi, quand je les vois, je les regarde morphologiquement, ils ont des cuissards, tu vois, c'est assez impressionnant. Et là, pour le coup, on est très éloigné de l'image. Je parle bien de l'image, hein, parce que c'est souvent aussi des caricatures et des stéréotypes qu'on se met dans la tête. Mais là, on est très éloigné du marathonien, quoi. Mais oui, donc c'est ce que je disais. Mécaniquement, pour moi, ça ferait du sens qu'il y ait des différences. Après, les différences qu'on observe aujourd'hui sont peut-être pas les différences définitives. Le jour où tu peux devenir multimillionnaire en gagnant des ultra trails, je pense que ça va pousser au portillon, et c'est là où justement la densité va augmenter et on pourra voir le compromis morphologique parfait entre les différents extrêmes qu'il y a. Bon, c'est vrai que pendant longtemps, sur l'Ultra Trail, Kylian Jornet, François Daen, etc. ont trusté des années durant les podiums. On voit qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de dire qui va gagner. Déjà, on voit que la densité, elle augmente. Elle a déjà même beaucoup augmenté sur le dernier UTMB, ça s'est vu. Et ça va faire que s'accentuer. Donc voilà, il faudra peut-être réanalyser notre jugement à ce moment-là. Mais bon. C'est là le problème de enfin, pas le problème de la densité, mais c'est que comme la montagne nécessite quand même, on l'a dit, de grosses qualités techniques et apprendre à vivre en montagne, aujourd'hui, tu as des gens qui sont peut-être moins doués morphologiquement, mais qui ont une connaissance extrêmement poussée de la montagne, de la technique en montagne, de descente, des terrains, etc. Et qui, par un entraînement acharné, permettent de compenser peut-être des qualités biomécaniques, des qualités biomécaniques un peu inférieures. Un peu, je dis, évidemment. Ah oui. Mais le jour où comme ça, tu en as 1000 sur la ligne de départ, c'est forcément celui qui a le plus de curseurs poussés au maximum qui pourra faire la différence. Bon, c'est un sujet que tu connais bien parce que tu l'as constaté dans un monde que tu connais parfaitement, c'est l'Ironman ou le triathlon longue distance, où effectivement on a vu que sur longue distance il y a eu une augmentation de la densité, et donc morphologiquement on a vu plein de choses évoluer avec l'augmentation de la densité. Là, dans les 5 années à venir, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà. Alors j'imagine que ces différences entre coureurs sur route et trailers vont bien au-delà que de l'apparence physique, hein. Selon toi, justement, quelles sont les principales différences entre la course sur route et le trail, aussi bien en termes techniques, d'entraînement, mentalité, même de la culture? On parle beaucoup aussi de l'esprit trail. Toi, comment tu perçois ça un peu de l'extérieur? Alors, on peut faire différentes catégories. On va commencer par l'aspect technique. Alors, on a déjà beaucoup parlé, mais ce que j'ai dit, gestion du terrain, que ce soit meubles, rocailleux, les appuis, tout ce qui va être stabilité, qui va être différent du coureur sur route. Il va y avoir l'aspect descente. Moi, ce que j'aime bien lier avec l'aspect descente, au-delà de la technique de descente et de l'appréhension, c'est un peu lutter contre son instinct de préservation. Parce que, alors ça dépend quelle descente, mais il y a des descentes qui sont très très techniques. Si tu n'as pas la technique, c'est pas des secondes que tu perds, quoi. Je l'ai constaté, hein. Moi, j'ai fait un trail de l'Espelette. Je crois que c'est un trail de plus de 40 km. Je me suis fait reprendre par des pelotons de coureurs. C'était sur les descentes, quoi. Et c'est démoralisant parce que ils sont là à 16 à l'heure en descente et toi, t'es hyper dans le contrôle et tu laisses aussi beaucoup d'influx nerveux. Je crois qu'aussi il y a eu quelques soucis, Nico, sur son marathon du Mont Blanc. Et en fait, après, tu laisses de l'influx nerveux, ça te déprime et c'est compliqué par rapport à ça, quoi. Et puis la barrière à l'entrée, c'est un peu comme là, très récemment, j'ai eu l'occasion de faire un peu de VTT. Sur les courbes qui sont relevées, etc. Soit tu passes vite et tu peux prendre les courbes et il faut avoir la technique.
soit tu ne peux pas du tout la prendre. Donc en fait, tu as vraiment une barrière entre... T'as souvent cette vidéo sur Internet qui tourne entre... t'as une descente un peu gadouilleuse et t'as des gens qui se tiennent aux arbres, qui descendent tout lentement, et t'as un mec qui fonce tout droit, il prend le virage et en fait, il va 1000 fois plus vite que tout le monde. Justement parce que t'as cette barrière où tu peux pas faire d'entre-deux. C'est soit tu passes à fond, soit tu passes très très lentement. Donc il y a cet instinct de préservation-là. Au niveau de l'entraînement, qu'est-ce qui peut... Alors l'entraînement, justement, ça va déjà s'adapter beaucoup à la spécificité de l'activité. Alors je sais qu'il y a des petits malins, genre casquette verte, etc. C'est l'exemple. Merci Alex, parce que tu reviens tout le temps. Ouais, oui, Alex, c'est ça. Casquette verte. On prend toujours le même, mais bon, c'est bien la preuve que ça peut fonctionner. Mais il a été très utile à la science, casquette verte. Tu sais, voilà, faut le dire. C'est ça. Mais en termes général et dans toutes les activités du monde, on dit quand même que l'aspect spécifique à l'activité apporte quand même quelque chose. Donc il faut réussir à apporter de la spécificité. Et ceux qui ont cette spécificité à portée de main parce qu'ils habitent dans des endroits favorables, ça prédispose quand même déjà à pouvoir s'y exposer jeune, donc à pouvoir être détecté, et puis ensuite à pouvoir travailler ses qualités techniques. Ça, c'est quand même une certitude. Si tu prends 100 000 athlètes, tu as plutôt intérêt, si tu veux qu'ils soient bons en trail, à les foutre à la montagne que sur le boulevard parisien. Au bois de Vincennes. C'est ça. Donc oui, il y a ça. Et puis après, il y a aussi tout ce qu'on peut dire vis-à-vis des conditions qui sont parfois un peu plus difficiles sur route, surtout quand ça s'allonge, vis-à-vis de l'altitude, du froid. Des changements de climat aussi, parce exactement, que tu peux partir... tu peux être dans la vallée, monter tu peux partir vers sous des 25 degrés dans la vallée de Chamonix, tu arrives au-dessus du Grand Col Ferret, tu te retrouves à 5 degrés, voire même avec le vent, avec un ressenti négatif. On en parlait hier où tu as pas mal de coureurs où justement qui n'ont pas cette finesse, soit parce que ils viennent d'un pays où il n'y en a pas besoin ou quoi que ce soit, dans l'analyse du climat et de la montagne. C'est pour ça que je parlais d'apprendre la montagne un petit peu, et qui gèrent beaucoup plus mal ces changements et ces lectures de terrain que quelqu'un qui a l'habitude comme un Kylian ou d'autres. Donc ouais, il y a ces conditions qui peut apporter aussi une spécificité. La nutrition aussi, j'imagine que ça joue beaucoup. La nutrition, surtout quand ça s'allonge en fait, parce que du trail, tu parlais tout ça du trail 50 km, pour moi, il n'y a pas de grande différence avec ce que peut prendre un Kipchoge sur son marathon ou d'autres. Enfin, là, pour le coup, même sur Ironman, qui va durer 7h30, 8h pour les plus rapides en général, 7h30, bon, peut-être pas, 8 heures on va dire, qui va durer 8 heures, la nutrition est pas si difficile pour eux à partir du moment où ils n'ont pas de problème particulier à manger. Sur des épreuves de 24, je sais pas jusqu'où ça va, le temps des géants c'est même bien plus long que ça. Là tu rentres sur d'autres... tu prends d'autres critères en compte que juste, ok, il me faut X grammes de glucides par heure et basta. Tu rentres sur une alimentation beaucoup plus difficile, beaucoup plus contraignante, avec en plus le fait de devoir dormir, etc. Donc tu as cet aspect-là qui sont inhérents au long, mais qui ne sont pas inhérents au trail particulièrement. Et l'esprit trail, alors qu'est-ce que tu en penses toi ? Comment tu le perçois un peu ? On nous vend un peu un choc des cultures, que c'est pas la même chose, voilà. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que... l'image de la culture trail initiale a quand même pas mal changé dernièrement. Avant, on était beaucoup sur l'entraide, la proximité avec la nature, un peu focus sur le dépassement de soi, et aussi pas trop dans cette culture de l'organisation. Et aujourd'hui, on a cette tendance qui tire d'ailleurs, et c'est très marrant, beaucoup sur le triathlon, où on est dans des grosses organisations type UTMB, on est sur avoir le dernier petit matos à la pointe de la technologie, tout ce côté high-tech. Les réseaux sociaux aussi. Ouais, alors on peut pas regarder le chrono parce qu'on est sur des courses trail, mais on va regarder le classement beaucoup plus. Moi, je sais que... la fameuse barrière des 20 heures. Aujourd'hui, on parle de la barrière des 20 heures. Le chrono, on voit qu'il est hyper central aujourd'hui sur l'UTMB. Et donc, le chrono, on dit toujours le chrono, ça n'a pas d'importance. On voit qu'il a pris... Voilà. Même si c'est ridicule en vrai, parce qu'en fonction des conditions météo, en fonction, le parcours il peut changer. Enfin, sur une course de 20 heures, qu'est-ce que tu veux ? Enfin, c'est même ridicule, quoi. Et puis, c'est ça la culture initiale. On a vraiment cette idée de, t'as je sais pas, les 3 premiers qui vont faire une partie du chemin ensemble. Ouais. Et puis, en fait, arriver à 2 km de la ligne d'arrivée, ils sont toujours ensemble. Ils sont bon, on va pas sprinter. On a fait tout ensemble, on finit ensemble. Et puis, ils finissent main dans la main. D'ailleurs, c'est souvent maintenant les courses, pour pallier à ça, notamment la diagonale des fous. Parce que c'est vrai que ça, il y a 2 écoles. Moi, à titre personnel, je suis pas fan d'arriver main dans la main, parce que je pense que il y a quand même l'adversité, et qu'il y a les spectateurs, il y a le public, et que
Voilà, c'est aussi il y en a toujours un perdant dans l'histoire. Et main dans la main, tu vois, dès qu'il y a eu des mains dans la main, c'est toujours un nom qui va ressortir plus que l'autre. On n'arrive pas vraiment. C'est faux de dire qu'on va avoir une victoire à double tête, ça n'existe pas. On va toujours plus citer avec Ludovic Pomeray. On l'a vu sur Diagonale des Fous, c'est quand même plus lui qu'on a cité comme gagnant, et c'est toujours à défaut d'un autre. Donc moi, je pense que c'est pas si juste que ça, et donc je n'aime pas. Et du coup, maintenant, ce qui se... Mais t'aimes pas parce que t'as ta culture non trail. Oui, j'ai ma culture aussi non trail, mais voilà. Après, c'est ma perception. Je respecte tous les autres. Après, c'est toujours la dictature de la majorité. Si t'as 90% des gens qui font du trail qui pensent comme ça, le trail va finir par devenir comme ça. Et puis... Oui, mais moi, honnêtement, quand je vois quelqu'un laisser gagner une autre, tu vois, je trouve que c'est un peu anti-sport. Après, c'est ma philosophie de la chose. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la Diagonale des Fous, si c'est arrivé main dans la main, c'est le coureur le plus vieux ou jeune, je crois, à préciser, c'est l'âge qui va déterminer qui est le premier, qui est le deuxième. Bon, du coup, à moins d'être né vraiment le même jour, à la même heure, des jumeaux, pas de chance. Voilà, ça fait qu'il peut plus avoir ce truc-là. Et à titre personnel, mais voilà, je trouve ça bien. Oui, non, mais moi aussi, parce que j'ai une culture de la compétition aussi, de l'opposition, et c'est justement cette compétition qui fait ressortir le meilleur des hommes, enfin avec un grand H. Donc oui, moi je suis assez d'accord. Et puis de toute façon, on peut être meilleur sur une course au mois de mai et puis perdre après. Enfin, c'est pas parce qu'on a gagné une fois qu'on est toujours. Enfin voilà, c'est symbolique la victoire. Après, sur cet esprit un peu trail, je pense que tu retrouves ça surtout chez les pionniers. Et moi, je fais un parallèle beaucoup avec le marathon. On a tendance beaucoup quand même à idéaliser. Dès que tu as un peu un truc de niche, il y a aussi un peu un côté entre soi. Nous, on était là avant. J'étais là avant. Donc nous, on est mieux que ceux qui sont là après. On retrouve, c'est un truc un peu de boomer aussi, tu vois. On retrouve beaucoup aussi ce côté-là. Je pense que de toute façon, on parlait des trail series en termes d'organisation, en termes de business. Ça me fait un peu... Il y a quand même un paradoxe quand tu vois l'organisation et l'économie derrière le trail qui est quand même vraiment supérieure à la course sur route. Je sais que c'est pas représentatif des courses de trail en France, il y en existe des milliers, que c'est pas du tout représentatif ces modèles-là, mais ceux qui sont les plus visibles. Moi, je regarde l'UTMB, un départ, le nombre de coureurs qui se filment avec leur GoPro, qui sont sur leur téléphone portable, le côté digital est hyper fort aussi, le côté équipement. Donc je trouve que tu as aussi un petit peu paradoxe aussi, peut-être. C'est souvent ce qu'on revendique, ça cache aussi un complexe. Je pense que ça a beaucoup évolué et que c'est souvent synonyme des pionniers, mais qu'au final, l'humain reste l'humain et que voilà, il y a pas, on est animé par les mêmes sentiments et c'est ce qui fait notre humanité, notre collectif. Donc ça me fait toujours un peu sourire, moi, ça. Oui. Mais faites comme sur Ironman. Interdisez les téléphones. Ah non, vous n'avez pas le droit sur l'ultra. Les triathlètes, alors vous êtes les interdisez les GoPro, ouais, c'est interdit. Ouais. Alors du coup, pour trancher, on va un peu. Il y a quand même certaines personnes qui prétendent. Moi, j'ai entendu des entraîneurs en disant le trail, la route, c'est différent. Ça revient à faire courir. C'est comme si vous prenez une voiture de sport, je sais pas, une Ferrari, et que vous la mettez sur un rallye, vous allez la défoncer. Donc, un coureur sur route qui va aller faire du trail, il va se blesser, il est pas adapté, il est ci, il est ça. Toi, tu partages pas forcément, en tout cas, cette vision-là. Alors, dans l'analyse telle quelle, pourquoi pas ? Parce que toutes les transitions doivent se faire progressivement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a vraiment jamais couru sur la route, s'imposer la moitié de son volume sur la route du jour au lendemain, en effet, il peut se prédisposer à des blessures. Ça reste quand même un fait. Mais une fois qu'on l'aura intégré de manière progressive, c'est comme dire faire de la très haute vitesse pour préparer un marathon, ça sert à rien parce que le jour J, on court lentement. Aujourd'hui, on voit quand même assez bien que tant qu'on respecte ce principe de progressivité et de spécificité tout au long de la préparation pour finir justement avec un bloc spécifique, on a tout intérêt à varier au cours de l'année. Alors pas varier pour varier, mais justement d'apporter un peu de variété et pour complémenter son entraînement. Mais il faut qu'on tranche vraiment sur cette question. Je reprends l'exemple, on va prendre de Sophie. Sophie, comme je t'ai dit, a fait des 10 km septembre jusqu'à décembre, les corridas. Après, elle va faire un petit marathon et l'été, elle voudra faire des trails de 30, 40, 50 km parce qu'elle aime bien aller au Pays Basque pendant les vacances et là-bas, c'est des trails. Est-ce que tu penses que c'est possible de bien préparer, alors sans forcément exceller, parce que la spécialisation, c'est effectivement ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais est-ce que c'est possible de le faire ou est-ce que c'est essayer de faire cohabiter chien et chat ? Ah non, vraiment, possible de le faire, oui, 100%. Là, je n'ai aucun doute. Justement, si tu retires le facteur exceller dans une activité, oui, là... Si c'est juste faire cohabiter les deux, 100%. Parce que justement, moi, je pose beaucoup de questions. Franchement, quasiment tous les coureurs que je croise sur les courses, la plupart quasiment, ils font les deux, ils font marathon, ils font course sur route. Et à chaque fois, ce qu'ils me disent,
c'est qu'au contraire, eux, ils ont l'impression que ça les aide énormément. Ils trouvent que ça les aide à être des coureurs plus complets, plus puissants, que l'un finalement vient nourrir l'autre. En tout cas, c'est vraiment la grande majorité des retours. Et pour eux, ça fait aucun doute. Non seulement ces combinaisons, ce coureur hybride, c'est possible, mais en plus, ça permet de tirer des avantages d'une des autres. Pour eux, c'est vraiment bénéfique, pas seulement mentalement, physiquement, enfin sur plein de critères, c'est bénéfique. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce constat ? Moi, je peux le voir sur différents points de vue. Déjà, d'un point de vue stress central, cardiovasculaire, toutes les activités d'endurance vont conserver ce stress cardiovasculaire commun. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'entraînement croisé, etc. Alors, on pourrait parler presque d'entraînement croisé entre la course à pied et le trail. Donc déjà, celui-là, il est en commun, donc il sera investi dans une activité et dans l'autre. Là où il y a des différences, ça va être au niveau périphérique, musculaire, au niveau tendineux, on l'a dit, et puis au niveau technique. Mais si tu regardes l'entraînement en route, ça fait plus de 50 ans que les coureurs sur route font des entraînements en côte. Tu as beaucoup d'entraîneurs, Galloway ou d'autres, qui font courir justement leurs coureurs beaucoup sur des entraînements en côte. À mon avis, c'est pas un hasard non plus. C'est pas nouveau, hein. C'est vrai qu'à l'époque, on n'appelait ça pas trail. Moi, mon papa, qui a beaucoup couru dans les années 80-90, il faisait ce qu'il appelait la course en montagne. Et mais tu as aussi beaucoup... il me semble que c'est l'Éthiopie, mais tu as beaucoup d'Éthiopiens où justement sur le fartlek où ils vont beaucoup incorporer de variations de dénivelé. Les entraînements en Éthiopie ressemblent énormément. Enfin, un trailer pourrait très bien passer 2 semaines à s'entraîner avec des Éthiopiens. Alors, ils ont des sessions sur piste, effectivement, qui sont plus adaptées, mais ils sont jamais sur le plat, hein, ces gens-là. D'ailleurs, on parle beaucoup des Kenyans sur le trail. Attendez de voir arriver les Éthiopiens sur le trail. Je pense que ça va être assez spectaculaire. Donc oui, pour moi, il y a un transfert qui existe depuis très longtemps et qu'on applique. Alors évidemment, des petites proportions, parce qu'un coureur sur route, il va pas faire tous ses entraînements en côte. Ça va être peut-être un 10-15% sur l'année, 20% peut-être. Mais il y a cette complémentarité-là qui est déjà en place. Donc si on l'étend, parce que quand on parle de course sur côte, c'est pas, d'entraînement en côte, c'est la côte bétonnée à côté où les gens vont la monter et tout. Donc si juste on sort de ce cadre et qu'on l'étend à une pratique un peu plus en nature, pour moi je vois une complémentarité là-dessus qu'on peut étendre. Après, au lieu de faire 90-10, si on fait 70-30 parce qu'on fait un peu plus de trail, ça bouge un peu le curseur, mais l'intérêt peut être similaire. Et puis en plus de ça, on pourrait aussi parler de tout ce qui va être réduction de l'impact. Tu as beaucoup de coureurs quand ils vont sur trail, c'était le cas de Nico, tu en as parlé tout à l'heure, Running Addict. La première chose qu'il a vue, c'est quand on fait du trail, comme les appuis sont variés, comme il y a beaucoup de schémas moteurs différents, en fait on peut faire beaucoup plus de volume d'un coup. C'est beaucoup moins traumatisant. Et donc il y a aussi cette chose-là où on peut gagner en peut-être augmentant son volume si on était un petit peu limité, en continuant à pratiquer de la course à pied, mais juste avec un volume un peu supérieur en transition. Il y a aussi cet aspect réduction de l'impact et volume d'entraînement qu'il faut prendre en compte. Donc il y a bien un effet vase communicant. Il peut avoir un effet vase communicant si on fait bien les choses, intelligemment les choses. Ça peut être tout à fait judicieux pour des coureurs, surtout amateurs. Hein. Ça, c'est intéressant. Bah oui, et puis même si tu prends l'inverse, si tu prends du trail vers la route, tu pourrais dire que sur la route, on a beaucoup plus cette culture de la structuration de l'entraînement qui peut apporter à quelqu'un qui courait en montagne depuis toujours et qui n'a jamais structuré son entraînement. Moi, je trouve que d'un point de vue entraîneur, on apprend énormément à apprendre comment les gens s'entraînent dans d'autres sports. Tu regardes tes coureurs, qu'est-ce qu'ils font en musculation, vachement intéressant, qu'est-ce qu'ils regardent, comment ils font en demi-fond, en cyclisme sur piste, en aviron, et tu regardes qu'en fait tu as des sports qui évoluent sans en parler, mais en fait dès que tu te renseignes, tu vois tout de suite des parallèles, des philosophies similaires, et tu peux gagner du temps comme ça. Donc tu vois, si tu vas du trail vers la route, tu as cette structure, mais tu peux aussi prendre l'exemple inverse en disant que si à force de faire du trail, tu mets beaucoup l'accent sur les capacités contractiles au niveau musculaire, travailler un peu tes qualités élastiques, ça peut pas te faire de mal parce que, hormis si tu fais 1 kilomètre vertical, tu auras toujours un peu de plat, tu auras toujours un peu de descente. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est très français aussi, ce côté de vouloir un peu cloisonner ces deux mondes, parce que Kylian Jornet fait des 10 km, il fait des semis, alors avec un petit peu de montée, il va pas sur les parcours les plus plats évidemment, mais lui, il est tout à fait à l'aise avec ça. Jim Wemsley, pareil, ils font des entraînements sur piste. Tu vois, il y a dans les hors hexagonal, tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas ce complexe un peu de vouloir être trailer, tu vois, ou vraiment faire partie d'une communauté. On est très attaché, tu vois, à notre identité. Ça, on a été un pays qui a été attaqué tout le temps dans l'échelle de l'histoire, donc on est fiers, on veut
on tient on y tient. On est le pays des remparts, tu vois. Donc voilà, c'est normal d'avoir ce côté-là. Mais c'est vrai que, on se rend compte que c'est même pas un sujet aux États-Unis. Enfin, moi, j'étais au Québec, je parlais avec pas mal de trailers américains. Enfin, ça les fait vraiment rigoler, hein. Pour eux, c'est même évidemment que ça se nourrit. Alors là, je vais te poser une question. On va rentrer un peu plus dans la préparation elle-même. Et cette question, elle est pour moi très importante parce qu'on va mettre le doigt sur quelque chose et ça va structurer, à mon avis, l'échange qu'on va avoir. Je vais reprendre Sophie, je crois que c'est comme ça que j'avais appelé mon exemple, Sophie. Est-ce que c'est possible? Donc, ok, on a dit qu'on peut très bien faire les deux épreuves, et d'aller d'une discipline à une autre. Là où il y a une nuance, et ça c'est souvent une erreur que font beaucoup de trailers, c'est que ils vont pas forcément prioriser une préparation. C'est-à-dire que, tiens, j'ai ma semaine, le lundi j'ai envie d'aller faire un peu de route avec mon voisin, parce que lui fait de la route. Le week-end je vais être à la campagne, donc je vais faire du trail. Et ils vont avoir une approche très désordonnée. C'est-à-dire, allez, le mardi, c'est entraînement trail, le machin, je vais faire ci, le machin, je vais faire ça. Alors évidemment, dans cet épisode, c'est pas pour porter un jugement de valeur, mais c'est pas un épisode dédié à l'entraînement trail, c'est pas un épisode dédié à l'épanouissement en tant que coureur. On essaye de trouver la meilleure solution pour combiner le meilleur des deux mondes. Donc ça, c'est vraiment l'approche. Est-ce que tu penses que si on veut maximiser en tout cas notre capacité à être performant dans l'un dans l'autre, il faut quand même prioriser. C'est-à-dire que premier trimestre, je vais prioriser route, prioriser prépa marathon et ensuite faire un cycle pour prioriser ou c'est un peu moins fermé que ça. Est-ce qu'il faut quand même construire intelligemment une saison avec une bonne planification et après on détaillera? Pour moi, alors, tu as dit. Alors, déjà, c'est important de remettre le contexte, comme tu l'as dit. C'est pour des gens qui veulent progresser et qui veulent faire au mieux leur planification et la gestion de leurs courses pour gérer ça au mieux. Quelqu'un qui fait juste tout au plaisir, qui s'entraîne comme il le veut, s'il fait beau, s'il fait pas beau. Là, c'est vrai que ça l'intéresse un peu moins. En tout cas, si on est dans cette logique de progression, pour moi, la notion de planification, elle est vraiment prioritaire vis-à-vis de tout le reste. C'est comment est-ce qu'on va organiser sa saison, comment est-ce qu'on va placer ses courses, comment on va placer ses focus pour nous permettre de faire des choses bien. Tu as dit que justement, les coureurs sur trail en général avaient du mal à prioriser. Moi, les coureurs sur route, je les vois aussi. C'est-à-dire que la notion de course prioritaire et course secondaire, ils ont du mal. Tu le vois, toutes les courses secondaires, toutes les courses secondaires sont des courses prioritaires. Tu leur dis, bon, non, mais celle-là, tu verras, c'est juste dans le cadre de ma prépa. Un mois avant le marathon, tranquille, tu me fais un petit 3x6 km à l'heure marathon, pas plus, et puis tu prends tes récup. Le mec, il court tout à fond, tu vois. C'est tellement. Ne faites pas ça, là. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pourquoi pas, mais juste, tu sais que tu pars avec une balle dans le pied sur ton marathon. Ouais, mais parce que. Alors, il y a cette crainte aussi je suis un trailer, je vais perdre en capacité de montée, capacité de descente. Je suis un coureur sur route, je vais me spécialiser un peu sur trail, je vais perdre en vitesse, je vais perdre machin. Donc on veut essayer quand même de toujours un peu déborder sur sa prépa pour conserver nos acquis. Est-ce que, et d'ailleurs on peut prendre l'exemple de Mathieu Blanchard, quand il a préparé le marathon de Paris, il est allé au Kenya, il s'est entraîné, focus sur route. Alors bon, après c'est vrai qu'il y a eu la Western States où je pense pas vraiment que ce soit lié à ça et tout, mais voilà, qu'est-ce que il a plutôt dit que c'était fait dans ce. Alors c'est un hasard du calendrier, mais que ça l'arrangeait pas mal parce que comme la Western est assez plate, ça l'arrangeait pas mal de faire beaucoup de routes et de justement retravailler sur ces qualités élastiques qui vont beaucoup être sollicitées sur le plat, sur le long, sur cette course-là. Pour moi, juste, on parlait de planification et je disais que c'était important. Donc je vais donner quelques exemples. L'important pour moi, pour avoir une bonne planification, c'est de prendre assez de temps entre chaque course. Et si on n'a pas de temps, vraiment comprendre la notion de priorité. Je prends plusieurs exemples. Imagine cette Sophie dont tu me parlais, elle va avoir un semi-marathon, puis elle va avoir un 40 km trail, admettons 3 mois après. Là, c'est pas mal parce que tu as quand même pas mal de temps entre les deux courses, et ce qui veut dire que quand elle va avoir son focus route pour préparer son semi-marathon, elle va avoir, on pourrait partir du principe, le trail en maintien. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire en maintien ? À la fois la notion de volume dont je te parlais, rajouter du volume qu'elle aurait peut-être pas pu, un peu plus que ce qu'elle aurait pu faire si elle faisait que de la route. Déjà, il y a ce point-là. Et puis, elle va pouvoir travailler. Alors, si elle a déjà fait du trail, c'est mieux parce qu'elle se connaît un petit peu, elle a un petit peu d'expérience. Potentiellement, ses points faibles. Si jamais elle sait qu'elle est pas assez forte en descente, elle peut profiter du fait de faire un petit peu de trail
à côté en minorité, on va dire 20%, pour justement travailler spécifiquement sa descente. Ou si au contraire son point faible c'est la montée, travailler spécifiquement la montée. Pour le coup, il n'y a pas besoin de beaucoup de volume pour travailler son point faible. Est-ce que je suis d'accord avec ça ? On va dire que oui. Mais donc, ouais, dans ce premier point, tu vois que le trail, il apporte quelque chose à sa préparation sur route. Et une fois qu'elle va faire son semi, là, elle va pouvoir continuer. En plus, 40 km sur trail, c'est pas un 40 km sur route, donc c'est beaucoup plus long en durée. Potentiellement, on pourrait même prendre un petit peu d'avance, par exemple, avec une sortie longue en trail, où on a parlé du volume, elle serait plus longue que ce qu'elle aurait fait si elle avait fait qu'une préparation sur route, pour justement envisager un peu ces 3 derniers mois de préparation qui vont permettre de l'amener sur son 40 km. Et une fois qu'elle est qu'elle a passé son semi et qu'elle a mis son focus sur le trail, et bien à ce moment-là, la même chose mais à l'inverse, elle repasse sur une majorité de trail et elle se dit ok, qu'est-ce qui va plus me servir en route sur la course que je prépare ? Parce que comme elle va garder qu'une minorité de course à pied, il va falloir qu'elle choisisse. Et pour moi, ça va être intéressant soit de choisir son point faible, soit choisir ce qui va être prédominant sur sa course. Donc imagine, va y avoir de longues portions de plat et qu'elle est jamais très forte à tenir longtemps des intervalles. Voilà, elle a eu sa préparation semi-marathon juste avant, mais elle pourrait continuer justement à travailler sur des longs intervalles en course à pied, type travail au seuil, travail de type allure semi-marathon, pour justement lui permettre de travailler son point faible en parallèle de sa préparation majoritaire sur le trail. Donc ça, c'est si dans l'idéal, quand elle a bien géré sa planification et qu'elle s'est laissé le temps et qu'elle joue vraiment sur les priorités à l'entraînement. Après, évidemment, si elle le fait pas, si elle a par exemple ces deux courses qui sont extrêmement rapprochées, prenons pas 3 mois mais 1 mois, là ça va commencer à être difficile. C'est pas l'idéal. Oui, parce que déjà en 1 mois, en termes de volume, ça veut dire qu'avant sa préparation semi, elle aura déjà beaucoup de volume entre elles, rien qu'en sortie longue, pour pouvoir être adaptée à son 40 km. Donc, forcément, qui dit beaucoup de volume entre elles, dit que beaucoup moins de temps passé sur la route aussi, beaucoup moins d'énergie à pouvoir développer ses qualités sur le plat. Et en plus de ça, si elle court son semi à fond, il y a des chances qu'elle soit pas au top pour son 40 km après. Donc là, quand c'est proche comme ça... Du coup, là, c'est vraiment, ça va saboter, quoi. Au-delà d'être saboté, il faut vraiment qu'elle ait conscience que sa priorité, soit c'est le semi-marathon, ce que je préconiserais pas parce que c'est la distance la plus courte, bref. Et du coup, elle le court à fond et son trail, c'est pour le plaisir. Elle a juste créé le volume pour, etc. Elle va quand même pouvoir se faire plaisir, mais elle sera optimisée à 95%, on va dire. Soit c'est le 40 km. Et à ce moment-là, son semi, elle va pas pouvoir le courir à fond. Et sa préparation sera beaucoup plus, on parlait de 80-20, peut-être plus 50-50, même avant son semi-marathon, voire un peu plus. D'où l'importance de la planification, d'anticiper les choses et de bien aussi mettre des petits espaces en tout cas entre les compétitions. Là, on vient de parler de l'équilibre nécessaire pour s'entraîner à la fois sur route et sur trail. J'imagine que ça amène aussi son autre défi et que il y a quand même des spécificités à comprendre dans l'organisation. Du coup, est-ce que tu peux, si on rentre un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux nous partager des stratégies pour maintenir, on va dire, cet équilibre assez délicat? Comment un coureur il peut s'assurer qu'il s'entraîne efficacement dans les 2 disciplines? Alors encore une fois, on va reprendre un autre pan de la planification, puisque tout va tourner autour de la planification en fait. Pour moi, ça va être bien choisir ses courses. Et quand je parle de bien choisir ses courses, c'est soit dans le format, soit dans, dans la durée. Quand je dis dans la durée, par exemple, c'est toujours mieux de faire une saison soit en incrémental vis-à-vis de la durée, soit en décrémental. En général, l'oscillatoire, c'est toujours un peu plus compliqué à planifier. Alors, il faut vraiment prendre beaucoup de temps. Quand je dis ça, c'est beaucoup plus simple, mais même sur une préparation marathon un peu longue, tu vas te laisser 8-9 mois pour préparer ton marathon. C'est plus simple de passer par le 10, le semi en cours de route que de commencer par un marathon, puis d'avoir un 5 km 2 mois après, et puis 2 mois après retourner sur marathon. Si on veut tout faire à fond. Enfin, si on veut tout bien faire, je veux dire évidemment. Après, c'est là où la notion de priorité, elle passe. Donc oui, niveau des durées, incrémental ou décrémental, moi personnellement, j'aurais un peu plus de mal à planifier de l'oscillatoire au niveau des durées des courses. Et bien planifier sur la priorité dans est-ce que je commence sur route, est-ce que je commence sur trail, et adapter l'entraînement en fonction. Après, des coureurs très expérimentés sur les 2 disciplines, tu vois, je prends par exemple un coureur suisse, Rémi Bonnet sur trail. Lui, vraiment, en tout cas, c'est la perception que j'ai, mais ce n'est que personnel. On l'a reçu dans le podcast, j'en avais parlé aussi un petit peu avec lui. Il est vraiment capable de passer d'une discipline à une autre
Il va d'ailleurs faire des kilomètres verticales et après il va enchaîner un kilomètre vertical avec un 10 bornes plat où il va changer ses chaussures de trail, il va mettre tu vois des chaussures à plaque de carbone et comme ça dans la minute justement pour s'entraîner à travailler ces parties de vitesse qui sont très importantes parce que c'est que sur les trails ont de plus en plus des portions techniques, mais aussi ils aiment bien maintenant rajouter des vraies portions de plat pour faire les écarts. Et il est capable de sauter d'une discipline à une autre, mais parce que grosse expérience, gros passif, grosse polyvalence, et donc ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi, et évidemment. puis surtout, il s'entraîne combien de kilomètres par semaine? Là, c'est un athlète de très haut niveau. Alors lui, c'est un monstre. Hein. C'est l'un des meilleurs aujourd'hui trailers sur moyenne distance qu'on peut avoir. Il est exceptionnel. Il est bourré de qualité. Parce que, en plus, moyenne distance, c'est que j'imagine que ses qualités à plat lui servent aussi énormément pour ses trails. Donc, en fait, c'est là où il trouve un équilibre parfait pour les courses qu'il prépare. Et en fait, t'as l'impression que c'est hybride, mais en fait, c'est très spécifique à ce qu'il prépare, de 1. Et de 2, l'avantage de courir. C'est toujours ça le problème quand on regarde des professionnels. C'est de dire, quand tu cours, en plus les trailers ils ont vraiment un gros volume, quand tu fais beaucoup de volume tu peux tout faire en fait dans ta semaine, tu peux faire un peu de trail, quand tu as 3 séances dans la semaine ou 4, oui non mais c'est sûr, là, bien sûr va falloir choisir parce que choisir ça, c'est renoncer, on peut pas tout faire, c'est là le problème principal. Il faut être pragmatique, il faut être pragmatique. Et après encore une fois j'insiste auprès des gens, là on fait un travail pour se dire comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser au plus et faire en sorte qu'on soit le plus prédisposé, le plus optimisé possible pour nos courses. Après, évidemment, si vous faites du trail avec un peu de course à pied à côté, vous allez quand même être bon en course à pied. Est-ce que vous pourriez être meilleur? Oui, mais ça vous empêche pas de vous faire plaisir. On parle pas de je vais être 50% moins bon, peut-être 5-10% moins bon, et puis voilà. Puis certaines personnes arrivent à une course en étant à 90% ou 95%, c'est largement acceptable. Alors oui, ça, je sais pas, de tête, ça peut-être être 10-15 minutes sur marathon de moins, parce qu'ils ont fait trop de trail. Il y en a qui sont pas à ça près. Oui, bien sûr, il faut ajuster aussi ses attentes. Et puis, tu as raison de tout remettre en perspective. Je pense que c'est important. J'imagine quand même que concevoir un plan d'entraînement entre ces deux disciplines, il y a quand même un petit défi à surmonter. Comment tu construis, toi, un plan d'entraînement qui inclut ces spécificités-là et surtout, selon toi, les pièges qu'il faut éviter pour faire les choses intelligemment et le plus efficacement, le plus efficient aussi possible? Pour moi, le principal, c'est de choisir. L'expertise principale que j'ai sur le multi-activité qui va servir aujourd'hui, c'est dans le triathlon. Eh oui, j'allais dire, toi, tu connais bien cet enjeu-là avec le triathlon. Et souvent, ce que je dis, c'est on essaye de tout travailler, mais si on fait pas vraiment un choix sur ce qu'on veut développer principalement, le corps fera un choix par lui-même. Hormis les débutants, je vois personne progresser en natation, en vélo et en course à pied. C'est souvent a posteriori où on se dit c'est marrant, cette année j'ai principalement progressé à vélo, et puis tu te rends compte que tes séances de vélo en fait elles sont placées dans des endroits dans la semaine où tu es le plus reposé, où c'est les séances où tu as le plus poussé en termes de RPE, où tu as eu le plus gros volume, et puis les séances en natation tu y arrives toujours fatigué, t'as pas une bonne proprioception dans l'eau parce que t'es à moitié décalqué de ton fractionné du matin ou de il y a 2-3 jours. Bref, c'est tous ces petits arrangements dans la semaine où tu dis ok, je conserve quand même de l'intensité un peu partout, mais dans ce que je construis, il y a vraiment un qui va prendre le pas. Et puis même mentalement, parce que tu pourrais, à planification égale, dire « Ok, mon focus, c'est, on reprend l'exemple dont on parle aujourd'hui, c'est le trail. Et donc, tout est fractionné en trail, ou toutes tes sorties longues, ou tes travails de descente. Tu vas vraiment y mettre un gros influx nerveux. Tu vas vraiment t'investir, essayer de faire les choses bien. Et puis la route, si tu sais que c'est pas prioritaire, même si tu as défractionné, tu vas être moins dur envers toi-même. C'est là où tu vas pouvoir négocier un peu plus avec toi. Tu vas y mettre moins d'influx. Et même si à planification égale, tu peux avoir des résultats très différents juste parce que mentalement, tu sais où tu dois te concentrer et là où tu peux laisser un peu plus de mou. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que derrière cette envie de polyvalence, quelquefois, il peut aussi avoir une espèce de boulimie de compétition, tu vois. Et là, tu peux vite te retrouver à jongler avec les couteaux, et je pense que tu dois aussi le constater en tant qu'entraîneur. C'est vrai que parfois, on a des athlètes, encore une fois, je fais l'avocat du diable, qui sont un peu dans une boulimie de course et d'épreuves. Ils vont sur, tu vois, les sites de course et ils veulent un peu tout courir, ils veulent un petit peu tout faire. Toi, c'est quoi comment est-ce que quand tu as un athlète un peu comme ça, qui est très enthousiaste, qui veut participer à un maximum d'épreuves, parce que c'est ce qui le fait kiffer, c'est ce qui l'enthousiaste, il adore ça, comment pas non plus tomber dans un piège de boulimie de course qui peut
soit en fait au bout de 2 ans on va être un petit peu dégoûté, soit même voilà ça peut générer des blessures. Voilà ton rapport, parce qu'il y a aussi ça un peu sous-jacent, c'est une envie un peu frénésique de tout courir. Je pense qu'il y a les deux extrêmes qui sont à éviter, dans le sens où pour moi, il y a quelques années, j'aurais eu très tendance à justement me focaliser vraiment sur quelques objectifs, un peu à la Kipchoge, tu vois. Alors en plus je faisais du long, mais où tu t'autorises moins à aller sur des courses juste pour le plaisir de faire une course et de la courir à 95%. En fait, 5%, ça paraît pas grand-chose, mais en termes de récupération derrière, en termes d'investissement nerveux, c'est pas du tout la même chose. Donc pour moi, pour un amateur, il n'y a pas besoin d'être aussi drastique de ok, je sélectionne 1, 2, maximum 3 courses sur l'année et je fais que ça. Pour moi, il y a quand même un apport à faire un peu plus de courses. Le problème principal que les gens ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à prioriser et à comprendre la notion de priorité sur leurs courses. Ils veulent tout faire à fond. Et c'est là en fait le problème. Moi, j'ai pas de problème de gens qui font 8, 9, 10 courses dans l'année. Le problème, c'est si les 10 sont faits à fond. Et c'est là où on met en jeu la progression. Je prends un exemple parce que tu as des gens, ils font 10 courses dans l'année, ils font une semaine d'affûtage avant, ils courent le truc à fond et ils font une semaine de récupération après. Quand je dis affûtage et récupération, c'est pas que tu fais rien, mais c'est que les fractionnés sont faits un peu plus doucement, voire t'en enlèves un et le volume est un peu plus bas et tu reprends progressivement. Si tu comptes ça et quand t'en fais une par mois, donc 10 par an, 6 mois dans l'année, tu t'entraînes à moitié. Tu vois, les calculs sont là. Ouais. Donc, pour moi, c'est plutôt ça. Et je prends l'exemple, parce que sur campus, on l'a beaucoup. Tu fais une préparation semi-marathon, tu veux placer ton 1, 2 ou 3, 10 km pendant. Mais en fait, les gens se disent, mais il faut que j'ai une préparation spécifique pour ces 10 km. Pour ces 10 km. Oui, non, c'est ça. Il faut que j'ai une préparation spécifique pour ces 10 km. Et on dit, non, mais quand tu vas t'entraîner pour ton semi-marathon, déjà, tu vas avoir une notion de spécificité progressive qui fait que les qualités que tu travailles vont te prédisposer à être plutôt performant sur 10 km d'ailleurs dans une première partie. Mais t'as pas besoin de faire forcément du travail ultra spécifique pour prendre plaisir sur ton 10 km. Et de toute façon, si ton 10 km, il est 2, 3, 4 semaines avant ton semi-marathon, le courir à 98%, ton 10 km, peut-être que tu vas perdre 30 secondes, aller 1 minute maximum sur ce que tu aurais pu réellement faire au maximum de tes capacités en étant totalement reposé, etc. Mais c'est pas très grave parce que on a planifié en avance que c'était pas une priorité numéro 1. Donc l'entraînement, tu vois un petit peu ce que je veux dire, c'est que pour les gens en général, c'est une course, un plan d'entraînement. Et ils ont beaucoup du mal à intégrer ok, je prends une course principale et j'intègre des courses sur cette course, sur cette programmation. Et c'est pas très grave si j'ai pas la petite séance spécifique qui va bien, parce qu'en fait, la manière dont c'est construit fait que ça va bien fonctionner. D'accord. Oui, et puis il y a la boulimie de course, il y a aussi l'effet inverse. Et moi, j'étais un peu dans ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'étais un coureur qui courait très très peu, parce que déjà, j'adore l'entraînement, j'adore me préparer à un objectif, c'est quelque chose qui m'anime, et j'aime bien l'enjeu aussi. Et je pense que moi, j'étais dans l'excès inverse, c'est-à-dire que je voulais vraiment très très peu courir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vieillis, voilà, et je me rends compte que franchement, je suis passé à côté quand même de pas mal de courses super cool, de bons moments, parce que j'étais trop obsédé par l'idée de performance, d'être performant, en tout cas pas forcément de la performance, mais de donner le meilleur de moi-même. Je vivais mal aussi les contre-performances. C'est vrai que c'est dur aussi quand tu vas sur un 10. Quand t'as peu d'échéances et que tu les rates. Ouais, t'as envie toujours de battre ton record à chaque course. J'étais un peu trop sur ça. Et donc, c'est vrai que j'ai très, très peu couru. Et je pense que, tu vois, si j'avais pouvais revenir en arrière et parler au petit Guillaume de 20 ans, je dirais, écoute, Guigui, tu vois, t'as des trails, t'as d'autres courses, t'as d'autres formats. Moi, à l'époque, il y avait pas grand choix, hein. Franchement, entre un 10 km, un marathon, un semi, t'avais pas grand choix. Je dirais, voilà, hésite pas à faire les choses intelligemment, fais-toi bien accompagner, crée, et sois polyvalent. Et puis, n'hésite pas aussi à courir un peu plus, comme tu dis, intégrer des compétitions dans la préparation, si t'es capable. Je pense que je l'aurais été, de courir intelligemment et pas te laisser embarquer par l'ambiance, par la frénésie et puis vouloir tout péter parce que tu te sens bien. Donc, j'insiste, parce que entre un 8,5, 9 sur 10 de difficulté et un 10 sur 10 de difficulté, la récupération derrière n'est pas du tout la même et l'engagement nerveux n'est pas du tout la même. Mais moi, je le constate parce qu'on aura, du coup, on a le même biais en tant qu'athlète. Moi aussi, j'ai très peu fait de course au final. Et tu te dis, ça aurait été cool de profiter de ta condition physique pour se faire plaisir sur plus de courses et vivre plus d'expérience. Pardon. Ton avis sur un marathonien qui va faire une petite sortie longue en courant un trail à côté de chez lui parce que ça existe, ou un trailer qui va aller faire un 10 km pour sa prépa, intéressant, pas intéressant pour travailler sa vitesse, inclure une compétition hors de notre spécialité pour soit faire une sortie longue, il y en a beaucoup qui font ça, soit faire un peu de vitesse, pertinent, pas pertinent ? Très bien.
Très bien. Bah voilà, on a un bon déjà. L'aspect si on respecte évidemment ce qu'on s'est dit. L'aspect sortie longue, c'est celui que je pourrais prescrire le plus régulièrement, on va dire. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, ça peut se concevoir aussi. Surtout que, c'est ce que je dis, l'optimal, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on prend plaisir à faire. Et peut-être qu'envoyer quelqu'un sur une compétition, s'il est vraiment pur trailer, ça peut être plus sympa pour lui que juste de lui dire bon, bah, tu vas me faire ton 8 x 1000 et voilà. Attention juste à quelques pièges. Par exemple, un coureur sur route qui va s'amuser sur un trail, essaie plutôt de choisir un dénivelé avec des descentes quand même pas trop importantes. Parce que sinon, le risque, et c'est surtout en descente, c'est les courbatures, oui. Tu vois, qu'on va avoir et qui peuvent ralentir après la prépa. Donc, c'est quand même bête parce que se retrouver avec une semaine de courbatures, alors on peut courir sans des courbatures, mais c'est quand même pas l'idéal. Voilà. Donc, faites attention par rapport à ça. Et puis, vous vous sentez pas surhomme parce que vous êtes en prépa marathon et allez, je vais aller taquiner les trailers. Non, on y va. C'est vraiment avec plaisir, détente et pas d'enjeu, quoi. Ça, c'est le important. Plaisir d'utiliser sa condition physique, mais de la même manière que le trailer, j'ai dit ça, mais c'est-à-dire que s'il fait 100% trail et qu'on lui dit dimanche prochain 10 km à plat, tiens, je vais montrer que les coureurs sur route, ouais, la récupération derrière, elle va être difficile. Donc voilà, on fait les choses intelligemment et progressivement. Ça a été c'est un épisode très intéressant. Voilà, c'est vraiment très cool de parler de ça avec toi. Si on veut synthétiser, avant de passer à la rubrique vrai du faux, si on veut synthétiser tout ce qu'on s'est dit, un coureur qui veut exceller sur route, sur trail, selon toi, tes stratégies pour un entraînement ultra polyvalent, si on doit synthétiser tout ce qu'on s'est dit, quels seraient les éléments clés de cet épisode? Premièrement, vraiment mettre un point central sur la planification, essayer de prendre son temps dans la planification, voilà, pas vouloir trop en faire, trop rapprocher, trouver un juste milieu et bien gérer ce qui va être prioritaire et ce qui ne va pas être prioritaire au niveau de l'entraînement. Et deuxièmement, pendant qu'on parle de priorité, c'est bien définir quelle course sera prioritaire et quelle course ne sera pas prioritaire, vers quelle course on va faire des entraînements spécifiques vis-à-vis de celle-là et vers laquelle on va orienter notre préparation et vers lesquelles on accepte d'y aller de manière non optimisée, mais pour lesquelles on sait que notre condition physique suffira à faire une bonne performance et à prendre du plaisir sur la course. Donc planification, priorité au niveau de l'entraînement et savoir prioriser au niveau des courses. D'ailleurs, si vous voulez préparer votre prochain objectif, trail, route, eh bien Campus Coach à distance. Voilà, si vous voulez un plan, on vous rappelle que vous avez 1 mois offert pour essayer la plateforme avec le code DLTDC. Donc n'hésitez pas à essayer. Voilà, un petit semi, un petit 10 km. Tristan vous fera un beau petit plan. Un petit oignon. Donc n'hésitez pas à le faire, ou même sur Trail, puisque voilà, que tu l'as dit en introduction, vous avez aussi une personne dédiée à cet objectif-là. C'est les petits oignons de Nicolas Dan. Exactement. Et donc vous savez très bien, voilà, jongler dans toutes ces problématiques. Je te propose maintenant qu'on passe à la rubrique vrai du faux. Si tu es d'accord. Bah c'est parti. Jingle. Ça c'est vrai ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. La rubrique vrai du faux. Chaque mois, eh bien, on analyse toutes les idées reçues, tout ce qu'on peut entendre dans les pelotons de coureurs, même à la télévision. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On débunk les fake news ou on les confirme parce que c'est pas toujours, voilà, pour dire que c'est faux. C'est aussi des fois. Pas que l'esprit de contradiction. Et puis il y a quand même du bon sens des fois dans ces, voilà, attention. Vrai ou faux? Ça sera ma première question. On va rester évidemment dans le thème de la polyvalence route trail. Vrai ou faux, les plans d'entraînement pour la course sur route et trail peuvent être interchangeables sans ajustement. C'est-à-dire, je prends un plan d'entraînement pour le marathon de Paris, je fais mon marathon de Paris, je prends un plan d'entraînement pour le trail du Beaujolais, hop, j'enchaîne et j'ai pas à modifier 2-3 petites choses. Genre, imagine, je veux faire un 10 km trail, je prends un plan 10 km route et ni vu ni connu, c'est ce que tu veux dire? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que je vais vraiment enchaîner 2 plans sans prendre en compte qu'avant un trail, j'ai fait un marathon et inversement. Ah, dans ce cas-là, si les plans et les durées sont assez longs, imagine, tu fais 2 plans de préparation de 6 mois. Il n'y a pas de nécessité particulière parce que tu vas reprendre plus doucement. D'accord. Et, donc, tu vas réintégrer. Ouais. Le problème de faire ça, c'est si jamais tu vas conserver ton volume d'entraînement, conserver les intensités et que tu vas faire une rupture brutale, tu vas passer de 80% trail à 80% route. Là, tu vas avoir tout l'aspect blessure qui va pouvoir rentrer en jeu et va falloir lisser un peu plus la transition ou prévoir sur ta première préparation pour commencer avant ta première course la transition vers la suite. Vrai ou faux, les séances de fractionnés sont
essentiellement pour les coureurs sur route et n'ont pas grand intérêt dans l'entraînement de trail. Encore récemment, moi j'ai vu des entraîneurs, plutôt de l'ancienne école entre guillemets, s'offusquer quand on parle de séances de vitesse. Voilà, je pensais que c'était un sujet qui a été débat, mais je me suis rendu compte que non. Des entraîneurs très compétents, attention, je te parle qu'on entraîné des excellents athlètes et qui vraiment font de leur cheval de bataille en expliquant que, notamment sur Ultra Trail, il n'y a pas vraiment d'intérêt à travailler sa vitesse, c'est une connerie, entre guillemets. Donc voilà, ton avis par rapport à ça. Je cite pas de nom, mais si vous regardez les commentaires des fois de certaines vidéos YouTube, vous allez voir des prises de position. On avait discuté ça notamment avec Vincent Viette, et voilà, il y avait des avis qui étaient assez tranchés par rapport à ça. Lui était partisan justement en disant que aujourd'hui, si t'es pas capable de courir un 10K, je caricature, mais c'est pour être compris, c'est pas vraiment ses propos, allez l'écouter. Mais que je vais les dire pour moi, comme ça j'engage personne. C'est compliqué pour moi de gagner un UTMB si t'as pas un record si t'es pas capable de courir un 10K en 31 minutes, 32 minutes. Apparemment, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi sur trail, ils sont pas forcément d'accord avec ça. Donc, ton avis par rapport à toi? C'est marrant de voir que, en fait, quand t'as vraiment un athlète ultra doué entre tes mains, en fait, c'est 80% l'athlète, 20% l'entraîneur. L'entraîneur ne fait que révéler au maximum un athlète. La dernière fois, j'entendais un entraîneur, il m'a fait beaucoup rire. Il disait, imagine, j'avais entraîné Usain Bolt, et en fait, j'aurais été peut-être moins pertinent que l'entraîneur qu'il avait à l'époque. Peut-être que je l'aurais fait courir en 9 minutes 64 au lieu de 9 minutes, n'importe quoi, 9 secondes 64 au lieu de c'est 9,58 il me semble, c'est encore 9,52 je crois. Et en fait tout le monde m'aurait applaudi en disant que j'étais le meilleur entraîneur du monde, alors qu'en fait j'ai pas du tout utilisé son potentiel, juste il était extrêmement doué et je n'ai fait que révéler une partie de son don. Il aurait pu le révéler un peu autrement. Donc oui, c'est là où les entraîneurs et leur avis moins inclus ont leurs limites. C'est qu'on ne fait qu'avec l'humain qu'on a entre les mains. Faut vraiment avoir conscience de façon très simple que le fractionné va permettre un gain de temps et d'efficacité au niveau du développement physiologique. Si vous voulez pas faire de fractionné et être performant, c'est très bien. Vous entraînez comme les gens en 1900. Donc en 1900 le record sur marathon il était en 3 heures. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que le siècle précédent nous a montré un moyen de gagner en efficacité à l'entraînement qui est le fractionné. Comment on fait le fractionné, comment on l'intègre, ça c'est tout le débat où il n'y a pas de réalité pour l'instant. Je pense pas qu'il y en aura d'ailleurs jamais. Enfin, jamais, je dirais jamais, tu me diras. Mais de jamais faire d'intensité, parce que sinon c'est trop simple. Je fais 200 km à l'heure 10 km, je fractionne tout, et puis, pour moi, on a un petit peu progressé. À part après ça, il faut quand même garder à l'esprit qu'en trail, souvent les gens ils disent non, le fractionné, je fais pas de fractionné, parce qu'ils pensent fractionner piste. Alors qu'on peut très bien faire du fractionné. Je pense que c'est de la cinétique. Oui, je pense que c'est juste lexical. Après, ça dépend des trails. Je pense que pour le coup, un diagonale des fous, c'est pas un UTMB, tu vois. T'as peut-être moins d'enjeux à travailler. Et encore, parce que si au départ, le mec te met la pâtée aussi sur les portions plates, et t'as forcément des portions plates, c'est pas possible de courir 170 bornes que sur la côte. Faut pas penser que c'est que vis-à-vis de... Si t'as de l'adversité, je veux dire, si t'es tout seul et que t'es un très bon grimpeur, t'es un très bon descendeur, et que t'as quand même une supériorité, tu peux te permettre de pas avoir un gros pic de vitesse. Mais si t'as de la densité, la vitesse, elle sera indispensable. Pour moi, c'est indéniable. Et d'ailleurs, j'ai mis des gros doutes. Alors, je veux pas dire que c'est des menteurs, mais je pense que c'est psychologique. On en a parlé dans l'épisode sur les alternatives au fractionné. C'est psychologique. Je pense qu'il y a des gens qui font du fractionné, mais en fait, ils refusent l'appellation fractionné parce qu'ils refusent l'idée d'aller sur la piste. Je pourrais, c'est un petit complexe. Et donc, ils te disent ça. Et du coup, les gens ne comprennent pas que en fait et du coup ils interprètent mais t'as vu, pas besoin de faire de la vitesse, pas besoin de faire du truc, tu vois, alors que non, en fait si tu regardes leur plan d'entraînement, c'est du fractionné mais qui porte pas son nom, quoi. Exactement. Je fais 1 km vertical et tous les 100 mètres vertical je prends 1 minute de récup, mais c'est pas un fractionné. Ok, d'accord, mais bon, après on est des routards, on défend notre paroisse, attention. Mais je serais curieux d'entendre si un entraîneur trail je pense que c'est une connerie de faire de la vitesse, il est la bienvenue ici. S'il y a des trailers de très haut niveau qui ne font jamais de fractionné mais vraiment réellement, pour moi, c'est la preuve que pour l'instant, le sport n'est pas encore assez mature. Et le jour où il y aura une densité, parce que la performance, c'est en 3 dimensions.
si tu ne joues que sur le volume, etc., tu ne joues que sur une des 3 dimensions, ça peut suffire quand la densité est faible, mais le jour où tu auras quelqu'un d'aussi talentueux que toi, qui va jouer sur les 2 autres dimensions, évidemment, il va te rattraper. Évidemment. Et d'ailleurs, on le voit, c'est déjà le cas, la vitesse, on voit que c'est hyper travaillé aujourd'hui par les trailers, et puis c'est pas parce qu'on fait de la vitesse qu'on n'est pas un trailer ou qu'on n'est pas. Enfin, faut arrêter, c'est débile. C'est comme dire sur marathon, avoir une haute VO2 max, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est si la tienne elle est à 60 et l'autre elle est à 80 et que tu as autant de dons sur les autres dimensions. Sur les derniers 100 mètres, tu vas te faire défoncer, oui, tu vas pas la victoire. Bien avant, mais je veux dire, c'est prendre une dimension, pas regarder les 2 autres et dire ça joue pas. C'est jamais aussi facile que ça. Encore une fois, voilà, je nuance mes propos. Je ne suis pas un expert de l'ultra trail, de la compréhension. Il y a certainement plein de choses que je vois pas et j'ai mon prisme à moi. S'il y a des entraîneurs qualifiés, compétents, qui n'ont pas le même point de vue, voilà, et qui sont bienveillants et qui sont pas là pour nous dire qu'on est des gros idiots, qu'on comprend rien, qu'on est des imbéciles et qui nous insultent pas de tous les noms, je peux me tromper, donc je serais très curieux de débattre avec eux. Bah, tu vois, une des limites, parce que j'ai utilisé un ton peut-être arrogant, je m'en excuse, mais on a le droit un petit peu. Oui, c'est pour les titiller un petit peu. Voilà, on est taquins. On est taquins. Mais tu vois, typiquement, on vous aime bien les boomers. Quelqu'un qui m'expliquerait que en réalité, tu n'aurais pas le temps d'intégrer un fractionné en tant que tel parce que le travail, il y a tellement de travail technique en trail, de descente, etc. Et tu as déjà tellement de choses à faire que il est que possible d'intégrer de l'intensité de façon fartlek ou quoi que ce soit. Et qu'en fait, c'est juste une question de choix. Et tu vois, si dans cette réflexion-là, je l'entendrais parce qu'en effet, on a rarement le temps de tout faire. Et si une personne a un don en particulier et un point faible vraiment technique, etc., et que l'accent est mis sur ça, pourquoi pas. C'est cohérent. Là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des fois des gens qui pensent pas comme, enfin, qui peuvent nous expliquer en tout cas derrière un peu les phrases choc ou les commentaires un peu choc, la philosophie qu'il y a derrière, et c'est hyper passionnant. Donc c'est pour ça que voilà, on va conditionner. Je parle souvent de logique interne, on est en plein dedans. Voilà, donc voilà, il faut. Voilà, des fois on s'emporte un peu, mais il faut faire attention à tout ça. Mais j'ai même eu des ultra trailers extrêmement brillants qui me disaient qu'ils n'avaient pas de plan d'entraînement. Donc après c'est toujours pareil. Voilà, qu'est-ce que tu appelles plan d'entraînement et c'est quoi ta définition? Voilà, mais c'est curieux en tout cas. Allez, un petit vrai du on continue. On a un petit peu développé, mais c'est pas grave, on se le permet. Plus on vieillit, plus on développe des aptitudes pour le trail. Est-ce que c'est vrai ou faux, trail endurance? C'est vrai que les pelotons de trail, même si ça change un peu d'ailleurs j'étais récemment à Annecy pour la Maxi Race et j'étais impressionné par le rajeunissement du peloton. Mais c'est vrai qu'on est plus sur des hommes de 45-50 ans. Est-ce que naturellement, ils n'ont pas aussi plus d'aptitudes? Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est pas, je pense, vraiment une notion d'avoir plus d'aptitude ou pas. C'est une question de potentiel où tes qualités de vitesse et si tu lis aussi ces qualités-là vis-à-vis de ton VO2 max, etc. C'est des choses qui arrivent à leur limite beaucoup plus précocement une fois que tu as maximisé ton entraînement que des qualités type durabilité, on pourrait appeler ça de l'endurance, on pourrait appeler ça. Donc c'est sûr que plus tu pratiques, la demi-vie de ces qualités-là est beaucoup plus longue que des qualités de vitesse. Donc j'entends vis-à-vis de ça, mais ça dépend le passif de la personne. Donc c'est pas vraiment une question de... Ouais, et puis après, c'est une question de potentiel de développement. C'est sûr que tu peux beaucoup plus développer tes qualités de vitesse quand tu es adolescent, etc. Et au-delà de toutes les compétences génétiques. La moyenne d'âge sur trail est quand même plus élevée, même le haut niveau que sur marathon, par exemple, aujourd'hui. Même si on a un Eliud Kipchoge, qui est un contre-exemple, qui a passé 35 ans, quoi. Oui, mais parce que si ces personnes-là, par exemple, pendant leurs adolescences et leur jeunesse, ils n'ont pas fait de sport explosif ou de course courte ou quoi que ce soit, c'est sûr que leur qualité de vitesse va être vachement basse par rapport à des gens qui ont peut-être ce genre de passif. Et à ce moment-là, on aime bien faire ce dans quoi on est bon. Et quand tu te compares, ce qui te reste à développer, c'est toutes tes qualités d'endurance où là, pour le coup, le potentiel est encore beaucoup plus grand. Donc, c'est pour ça, je pense. Juste les gens aiment ce dans quoi ils sont bons. Après, je pense que quand même sur Ultra Trail, si on corrèle l'âge avec l'expérience, déjà, tu as une dimension, tu as plus de sagesse, normalement. Mais c'est vrai que si tu as appris de tes erreurs, forcément, plus tu es plus vieux, tu as fait plein d'erreurs. Donc, si tu es capable d'apprendre, tu vas avoir plus de sagesse. Tu as une connaissance, une gestion de course, une expérience. L'expérience, c'est hyper déterminant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense pas que
Les coureurs sur route, ça va prendre beaucoup de temps, notamment par l'expérience. Après, tu as des pépites qui intellectuellement arrivent tout de suite à capter les enjeux. Tu vois, la notion d'expérience, tu commences à 30 ans, 10 ans d'expérience, ça t'amène à 40, mais tu as des gens qui ont déjà des démarches de haut niveau à partir de 15 ans et ils arrivent au même niveau d'expérience à 25. Si tu prends pas en compte que les capacités cognitives d'apprentissage pourraient être accélérées quand tu es jeune. Bah écoute, on va s'arrêter là pour cette rubrique. C'était passionnant. Merci infiniment Tristan pour ce superbe épisode. On rappelle, 1 mois offert sur Campus Coach, comme ça si vous voulez faire votre début avec le code DLTDC. Et puis c'est Guillaume qui régale. Oui, j'ai rien à gagner. Moi, je précise, je ne touche pas 1 euro sur ça. C'est vraiment, voilà, je l'ai négocié pour nos auditeurs. Et puis, comme je le dis souvent, j'apprécie beaucoup l'équipe qu'il y a derrière. Donc, c'est un plaisir quand il y a des gens passionnés et compétents de parler d'eux. Donc, n'hésitez pas à aller essayer. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Voilà. Après, c'est à vous de vous faire une idée. Mais au moins, voilà, vous n'allez rien risquer économiquement en essayant parce que c'est offert et on l'a négocié pour vous. Merci beaucoup, Tristan. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de DLTDC Originals où on sera à nouveau tous les deux. Et puis, dès vendredi pour un épisode capsule. J'espère que tu les suis d'ailleurs, ces épisodes. Pas tous, mais parce que je cours plus assez. C'est pour ça. Le jour où je m'entraînerai avec plus d'assiduité, j'aurai le temps de tous les écouter. T'auras du stock. Merci beaucoup et à très vite. Salut Guillaume.